Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Ce que les coachs ne te disent pas, eh bien on va en parler tout de suite dans cette vidéo, sans langue de bois. Comme tu le sais, on est polyglotte mais on parle pas chinois. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te clarifier justement certains points qui sont plus ou moins négatifs et surtout opaques. On va en parler, je te décris tout ça. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a trois types de produits qui sont sur la plateforme d'Amazon. Plus exactement, je veux parler en fait de livraison. Tu as ce qu'ils appellent les FBM, FBA, Amazon. En gros, c'est des différents types de livraison. Le FBM, ça veut dire délivré par le merchant, c'est-à-dire par le commerçant. C'est-à-dire qu'il va gérer lui-même la livraison. Il ne veut pas passer par la plateforme, c'est-à-dire qu'il passe par la plateforme pour la vente, mais ensuite les produits en réalité sont en stock chez lui et c'est lui qui délivre les clients. Okay, donc ça, c'est ce qu'ils appellent le FBM. Ensuite, tu as le FBA, c'est-à-dire Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire que c'est délivré, c'est-à-dire c'est livré par Amazon directement. C'est-à-dire que toi, quand tu vas acheter tes produits chez ton fournisseur, tu les envoies directement dans l'entrepôt d'Amazon. Lorsqu'il y a une commande qui est faite sur sa plateforme, eh bien, s'occupe directement d'envoyer le produit commandé au client. Autrement dit, tu n'as rien à faire de ton côté. Okay, et puis ensuite, tu as les types de produits qui sont Amazon, qui sont en fait des produits d'Amazon même, en gros, c'est les produits d'Amazon qui vont fournir directement les clients. Alors, tu dois certainement te poser la question, pourquoi il y a différents types de produits, surtout entre la différence entre FBM et FBA, qui paraît pas logique, puisqu'on pourrait se dire, FBA, c'est beaucoup plus pratique, il suffit de mettre ses produits chez Amazon, il délivre, il gère toute la partie livraison, et toi, tu es tranquille, tu es en mode nomade, effectivement, c'est l'idéal. Beaucoup optent pour du FBM parce que simplement c'est moins cher. Ils évitent en fait de se faire grignoter leur marge par Amazon, donc ils gèrent eux-mêmes leur livraison. Le souci à ça, c'est que Amazon sur sa plateforme de vente va mettre davantage en avant les produits qui sont FBA, c'est-à-dire dont ils gèrent eux-mêmes la livraison, plutôt que les produits FBM qui sont livrés directement par le commerçant. Tu l'as compris. D'un côté, ceux qui sont FBM économisent, augmentent leur marge, et de l'autre côté, ils vont être moins mis en avant. Du coup, une des stratégies, quand tu lances tes produits sur FBA, c'est, par exemple, si tu veux attaquer un concurrent, c'est plutôt un concurrent qui va être en FBM, parce que il va être moins mis en avant que toi si tu te mets en FBA. Ok ? Alors ça, c'est un premier point, mais après, il faut aller au-delà dans le raisonnement, c'est qu'ensuite, tu as les produits Amazon. C'est-à-dire que les produits que Amazon va lui-même créer, gérer dans ses stocks et fournir. Donc, si Amazon décide de se mettre en concurrence avec ton produit, eh ben, autant te dire que c'est cuit, parce que forcément, il va se mettre davantage en avant. Donc ça, c'est le point, bien entendu, négatif. Ça reste exceptionnel. Est-ce que c'est nouveau? Parce que j'entends certainement se dire « Ah ben voilà, je le savais, les plateformes américaines, ils sont là pour finalement tout ingurgiter, tout avaler, tout le business. » Malheureusement, dans la grande distribution, on retrouve le même procédé. C'est-à-dire que tu vas voir Leclerc, Carrefour, tout ce que tu veux, tu sais, quand ils ont leur marque, leur propre marque, ce n'est rien d'autre, ils fabriquent pas leurs produits. C'est-à-dire qu'ils vont voir des producteurs et dire « Ok, j'ai le même produit qu'un tel, sauf que moi, je vais l'acheter moins cher en grande quantité, je vais mettre ma marque dessus. » et ça sera moins cher. Ok ? Comment y remédier justement? C'est de mettre un certain nombre de barrières de telle sorte qu'Amazon ne vienne pas facilement sur ton terrain, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vocation à se lancer sur tous les types de produits pour le moment, même si probablement ça va aller en augmentant, comme dans la grande distribution. Au début, il devait y avoir quelques produits, maintenant il y en a de plus en plus. Il n'empêche qu'ils n'ont pas avalé et mangé tous leurs producteurs. Ça serait un travail énorme. Quoi qu'il en soit, pour être sûr de ne pas faire partie de la top list, parce qu'eux, ils ont les chiffres, naturellement, ils savent qu'est-ce qui cartonne et qu'est-ce qui cartonne pas trop, qu'est-ce qui marche pas trop, donc ils vont s'intéresser à plutôt ce qui marche, mais surtout, le fait que toi, tu vas mettre des barrières, ça va les empêcher de s'attaquer tout de suite à ton business. Donc ça, c'est un point important que je tiens à te souligner. Le deuxième point qui est important, que tu dois aussi prendre en considération, comme tout business, et c'est pour ça que je dis toujours sur ma chaîne, dès qu'il y a un nouveau concept, dès qu'il y a une idée à fort potentiel, il faut s'y intéresser assez rapidement, pas trop tôt, pas être parmi les premiers qui vont essuyer les plâtres, mais dès qu'on a des retours positifs, qu'on voit qu'effectivement il y a moyen de gagner de l'argent, il faut s'y intéresser assez rapidement, car plus le temps passe, plus il y a du monde qui arrive, plus la concurrence est importante, et plus le fournisseur de ce service, il commence à monter ses exigences, c'est-à-dire que par exemple les commissions vont être plus élevées, certains services vont être plus contraignants, ainsi de suite. Et c'est le cas pour Amazon. Ils ont commencé avec des fees, c'est-à-dire des frais
peu élevé et plus le temps passe et plus ça augmente. Donc ça, c'est un point assez négatif parce que si tu as commencé Amazon FBA il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, en termes de commission que prélève la plateforme Amazon n'est pas la même que ce qu'ils prélèvent aujourd'hui. Et aujourd'hui est certainement inférieur à ce qu'ils prélèveront dans 5 ans. Donc il y a encore un wagon à prendre, mais il faut le savoir, Amazon prend des frais, et je te les détaillerai dans la troisième partie de cette vidéo. Concernant la compétition, comme je te l'ai dit, tu as Amazon qui pouvait de manière assez exceptionnelle s'intéresser à certains produits et les proposer sur sa plateforme. Naturellement, ils vont mettre ce produit beaucoup plus en avant que le tien. Ok, mais ça reste exceptionnel comme je te l'ai dit précédemment. Quelque chose qui est quand même déjà beaucoup plus fréquent, c'est naturellement la concurrence que tu vas avoir avec d'autres commerçants comme toi qui ont le même produit ou qui vont s'intéresser également à ton produit parce qu'ils voient que ça marche bien. Bien sûr, il faut mettre un certain nombre de barrières à l'entrée pour faire en sorte qu'ils aient du mal à venir te concurrencer de manière facile. Je vais te détailler quelques barrières justement dans la suite de cette vidéo. L'autre point qui est important à mon sens, qu'on ne dit pas justement, parce que l'objet de cette vidéo c'est de te parler des choses qui ne sont pas dites par les coachs, et c'est un point qui est important, c'est lorsque, et là tu vas voir c'est beaucoup plus embêtant, c'est lorsque ton fournisseur devient ton concurrent, parce que ça se produit. C'est-à-dire que sur Amazon, tu fabriques un produit probablement fabriqué en Chine ou à l'étranger. Très bien. Il te le fabrique, il te l'envoie, tu vends sur ta plateforme. Il commence à voir que tu commences à débiter et que tu commences à avoir beaucoup de commandes, puisqu'il est bien placé pour savoir, puisque c'est lui qui te le fabrique, et bien parfois, tu as des fabricants chinois qui vont concurrencer leurs propres clients. Et comme ils fabriquent, forcément, ça leur revient moins cher, et donc du coup, ils peuvent te concurrencer sur le prix. Pareil, tu as des techniques pour pouvoir faire en sorte de mettre ces barrières à l'entrée et faire en sorte de protéger ton business. Mais ça, c'est un point qui doit être dit, comme ça, tu es au courant, qu'il y a un certain nombre de protections à mettre en place. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas juste simplement de prendre un produit, par exemple fabriqué en Chine, de le balancer et basta. Il faut mettre un certain nombre de barrières pour pouvoir se protéger des différents ennemis ou concurrents. Ça, c'est un point important. L'autre point, il faut bien comprendre que Amazon, c'est pas du dropshipping, justement. Il ne s'agit pas d'acheter un produit et de le revendre. On va justement privilégier les private labels, c'est-à-dire fabriquer sa propre marque pour faire en sorte, c'est une des barrières justement, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un côté beaucoup plus professionnel et qui va nous permettre de nous distinguer notamment avec les fournisseurs chinois, en partie. Un point qui est important justement et qui est souvent qui fait débat entre Amazon et le dropshipping, c'est qu'on te dit que Amazon, tu as besoin d'un capital et que le dropshipping, tu n'as pas besoin de capital. Ce qui n'est pas vrai, parce que le dropshipping, comme tu le sais, c'est acheter des produits grosso modo chez AliExpress, tu achètes tes produits chez AliExpress et puis ensuite tu fais la promotion sur les réseaux sociaux, soit en faisant de la pub, soit en passant par des influenceurs. Alors on pourrait croire qu'effectivement sur le dropshipping, tu n'as pas de capital à investir puisque tu n'as pas à avoir un stock, contrairement à Amazon. Amazon FBA, tu fabriques le produit, du moins tu le commandes chez ton fournisseur. Comme je te l'ai dit, tu fais en sorte d'avoir ta propre marque. Et là, à ce moment-là, ensuite, tu le revends. Mais tu dois avoir un stock que tu, d'ailleurs, mets chez Amazon qui s'occupe de la livraison, comme je te disais juste avant. Alors que dropshipping, on pourrait croire qu'on n'a pas besoin de stock. Ce qui est vrai dans le fait que tu n'as pas besoin de stock, ce qui est faux dans le fait que tu dises qu'il n'y a pas besoin de capital. Pourquoi? Parce que pour justement te différencier, contrairement à Amazon, tu n'as pas de plateforme, tu vas investir énormément sur de la pub ou sur du sponsoring par exemple. Et donc du coup, il te faut beaucoup de capital. Donc de dire que le dropshipping est meilleur parce que tu n'as pas besoin de capital, c'est pas vrai. Donc c'est un petit point que je voulais te dire au passage. La deuxième partie concerne le produit cette fois. Je voudrais qu'on s'y intéresse un petit peu davantage parce qu'il y a pas mal de points qui sont pas mis en avant. Tu as pas mal de coachs qui vont te dire, voilà, j'ai un participant de mon programme qui, au bout de quelques mois, a vendu tel produit, a fait tant de chiffre d'affaires. On va y revenir sur chiffre d'affaires, marge, ainsi de suite, dans la troisième partie. Mais je voudrais m'intéresser même à ce chiffre d'affaires, à ce résultat réalisé. Penser que tu arrives sur Amazon, tu achètes un produit en Chine et tu le revends tel quel, c'est faux. Ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien entendu, plus le temps passe et plus la concurrence augmente. Okay, ça, on en a parlé juste avant. Mais ce qui est très important, c'est que lorsque le chiffre d'affaires important réalisé, très souvent, ce sont des gens qui sont experts, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance ou ils ont travaillé dans un domaine précis.
Ok, donc ils connaissent bien un produit. Et quand tu connais bien, par exemple, un produit, je te donne un exemple, tu es commercial pendant 10 ans sur tel type de produit, prêt-à-porter, consommation, tout ce que tu veux. Et là, tu te dis, tiens, j'ai envie, moi je connais bien ce produit, j'ai travaillé pendant longtemps sur ce type de produit, si je le fais fabriquer, Amazon, c'est top pour moi parce que ça me permet de faire fabriquer mon produit, de le personnaliser. Je connais bien, ça fait des années que je le travaille pour le compte de société. Là, je vais faire mon propre produit que je vais pouvoir ensuite revendre sur la plateforme Amazon FBA. Là, effectivement, tu vas avoir des chiffres d'affaires qui explosent parce que, sans qu'on te le dise forcément, il y a une expertise qui est derrière. Si tu n'as pas soit une expérience dans le commerce ou que tu n'as pas une expertise parce que tu as travaillé pendant longtemps dans un domaine précis et que tu voudrais te spécialiser et offrir ce produit, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et clairement, là, une formation, que ce soit la mienne ou n'importe laquelle, à mon sens, est indispensable. Parce que ce petit détail que je viens de te dire, très souvent, il n'est pas mentionné et à mon sens, eh bien, fait toute la différence. Je te donne un exemple. Moi, je pourrais te dire que je vends un produit sur Amazon, le premier produit là que je vais vendre sur Amazon, il cartonne, c'est super, il fait du chiffre. Mais je t'aurais pas dit toute l'histoire. Je t'aurais pas dit que par exemple, moi, j'ai commencé le prêt-à-porter dès l'âge de 15 ans. Quand j'étais encore au collège, je commençais déjà à acheter et à vendre. Et puis ensuite, je t'aurais pas dit que j'ai créé une société dans le prêt-à-porter à l'âge de 17 ans, une société familiale à l'âge de 17 ans. À 17 ans, je me suis retrouvé à faire de l'import-export. Je suis parti à Damas acheter des vêtements, tu vois, de prêt-à-porter pour femmes que j'importais et qu'on revendait. J'avais 17 ans la première fois que je suis parti, tu vois. Je pourrais aussi pas te dire que derrière, j'ai par exemple une société de réparation électronique et que mes produits, je les achète en Chine. Donc, négocier avec des fournisseurs chinois et me faire livrer et connaître les différentes contraintes, les différentes problématiques, les différentes cultures de négociation, si je t'en parle pas et que je te balance directement simplement, voilà, j'ai fait ça, il manque un petit bout dans l'histoire, tu comprends? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. De bien comprendre que pour moi, Amazon FBA, si tu as une expertise ou tu as une expérience dans le prêt-à-porter, clairement, c'est l'idéal. C'est pour ça que moi, tout de suite, je suis assez à l'aise avec ça. Si tu n'as pas cette expérience ou une expertise sur un produit, eh bien, il faudra te former et ensuite, il faudra bosser pour trouver un produit gagnant. C'est pas aussi simple que ça. L'autre point important sur les produits, c'est les différentes stratégies. Tu vas entendre parler d'arbitrage, tu vas entendre parler de private label, tu vas entendre parler de différentes techniques. Grosso modo, l'arbitrage, c'est par exemple, tu vas trouver quelque chose qui se vend pas cher et tu sais que son prix il est un peu plus élevé, donc tu vas l'acheter pour le revendre sur la plateforme et faire une petite marge au passage. Sincèrement, ça c'est des coups one shot. Pour moi, c'est pas sur du long terme, c'est pas stable. Voilà, c'est des business, tu achètes, tu vends, ça marche une fois, deux fois, parfois ça peut ne pas marcher, et ainsi de suite. C'est pas du long terme, c'est pas intéressant. Le dropshipping, c'est-à-dire version dropshipping, utiliser la plateforme Amazon pour acheter un produit, par exemple chinois, ne rien changer du tout et le mettre sur la plateforme, ça n'a pas non plus de vocation sur du long terme. Pourquoi? Parce que tu vas avoir plein de concurrents qui vont arriver ou tu vas avoir ton fournisseur qui va pouvoir ensuite te concurrencer, ainsi de suite. Si tu rajoutes pas des barrières, c'est mort. Le minimum, c'est ce qu'on appelle le private label, c'est-à-dire que, encore une fois, tu as un produit, tu l'as designé, ok, tu l'as fait à ta façon parce que tu as estimé pour différents arguments, différents points, différents avantages que le produit de cette façon-là, il a plus de chances de marcher, il se différencie de la concurrence, ok, tu mets ton logo dessus, tu as déposé ta marque, tu mets le logo dessus, là tu es en private label, ok. Et encore, il faudra ensuite encore ajouter d'autres couches selon moi. Donc, voilà, c'était pour te dire, on a différents types de stratégies. Celle qui marche, c'est la dernière. Concernant la livraison, un point qui est important, la livraison peut prendre plusieurs semaines. Après, bien sûr, les différents types de livraison. Alors, pour ceux qui, bien sûr, dont les fournisseurs sont situés en Chine. Si, par exemple, tu as des fournisseurs qui sont en France, c'est une autre histoire. Mais si, pour la plupart, c'est le cas, ils sont en Chine, ok. Par avion, ça ira plus vite que par bateau, on est d'accord. Mais sache, un point important, c'est qu'actuellement, il y a le Covid, ok. Donc, premièrement, le Covid, eh bien, non seulement les délais sont plus longs, ok, mais en plus de ça, les frais ont augmenté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est que, par exemple, il faut vraiment faire attention à certaines périodes, comme là, c'est le Nouvel An chinois. Nouvel An chinois, boum, ça explose. Moi, je sais que
quand je commandais justement par exemple mes produits chez mon fournisseur chinois, eh bien je faisais toujours en sorte, moi je me suis fait avoir bien sûr une première fois tout le temps, et puis ensuite je faisais toujours en sorte d'avoir mon gros stock, par exemple octobre, novembre, ok, de le recevoir quelques semaines plus tard, et là à ce moment-là, eh bien, je pouvais passer toute la période du nouvel an chinois. Donc ça, c'est un point important il ne faut pas se louper. Alors, dernier point concernant le produit et qui est dans le prolongement du private label, c'est de bien comprendre une opportunité là pour le coup qui est très intéressante, qui est très positive, c'est que lorsque tu fabriques ton produit en private label, donc avec ta propre marque, que tu vas vendre, bien sûr, tu vas générer une marge. Ça va être ta première source de revenus, mais ce ne sera pas la seule. C'est-à-dire que lorsque tu vas, imaginons, tu as plusieurs produits, donc tu as ta boutique, tu fais un certain chiffre d'affaires, tu dégages un certain bénéfice, génial, mais là où c'est intéressant, c'est que tu peux avoir des sociétés qui sont intéressées pour racheter ta boutique. Et là, tu peux faire une doublette. Non seulement tu gagnes de l'argent en vendant tes produits, et à la sortie, revendre ta boutique, tu peux faire des gros gains. Bien sûr, le montant de cette boutique va s'évaluer en fonction du chiffre d'affaires que tu réalises et des marges dégagées. Troisième et dernière partie, le business en question. Quels sont les points qu'on ne t'aborde pas trop? Clairement, tu dois avoir du capital. À mon sens, environ 5 000 euros. Il faut à peu près 5 000 euros pour démarrer sur Amazon. En dessous de 5 000 euros, c'est technique, c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que plus tu descends en bas, en termes de budget, et plus tu as de monde. Plus tu as de monde ayant un petit budget, plus tu as de concurrence. Plus tu as de concurrence, plus tu risques d'échouer ou plus tes marges de bénéfices seront faibles. Ok? Donc, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que plus je monte, moins j'ai de concurrents et plus je ferai des marges intéressantes et donc mon business sera pérenne. Ok? Donc, moi, j'estime minimum 5 000 euros. Tu peux faire un calcul assez rapidement de toute façon. Quand tu vas commander auprès de ton fournisseur chinois, ton prix va être en fonction de ta quantité d'achat. Certains produits, il va te demander 200, 300 produits, très souvent 500 produits, ok. Surtout qu'ensuite tu veux te faire livrer, donc tu as plutôt intérêt d'avoir un minimum de quantité, pas t'amuser à faire des shipping pour des petites quantités. Donc si tu es sur 500 produits minimum, sur 500 produits, si ton produit coûte admettons 5 euros par exemple, je prends un exemple, tout de suite tu es à 2500 euros de juste sur la matière première. Après s'ajoutent d'autres frais que je te détaillerai ensuite. Tu comprends? Donc techniquement, il te faut minimum, allez, 4 000, 5 000 euros, c'est à peu près le minimum. Et encore une fois, plus tu montes, et mieux c'est. Si tu n'as pas ce capital, je vais te donner une idée, et là je m'adresse en particulier aux étudiants ou aux personnes sans emploi, crée ta micro-entreprise. Ta micro-entreprise, par exemple, tu peux t'inscrire sur un Uber Eats. Okay, tu fais du Uber Eats, tu génères de l'argent, ça te permet d'avoir un capital, et avec ce capital-là, ensuite, tu pourras l'investir sur Amazon FBA. D'ailleurs, à confirmer, mais normalement, tu peux ensuite, avec cette micro-entreprise pour faire du Uber Eats, faire cette bascule en changeant le code NAF. Si par exemple, tu commences avec une micro-entreprise dont l'activité est par exemple de la livraison, exemple Uber Eats, et ensuite pour pouvoir faire la bascule et faire de la vente de produits. Alors parlons maintenant du bénéfice, la marge que tu vas générer sur ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu as fabriqué ton produit, tu commences à le vendre, ça te génère un chiffre d'affaires. À la fin, ce chiffre d'affaires, combien tu gagnes dedans? Eh bien, c'est très simple. Pour faire à peu près une moyenne, tu es autour de 15 à 25% de bénéfices sur ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu génères, mettons, 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire toutes tes ventes cumulées représentent 10 000 euros à la fin du mois, admettons, eh bien, tu vas générer en bénéfice dans ta poche entre 15 et 25%. Ça veut dire entre 1 500 euros et 2 500 euros dans ta poche. Okay, donc ça, il faut bien le garder en tête. Qu'il y a un grand nombre de dépenses, comme tout business en réalité, il n'y a aucun business où tu n'as pas de frais, tu as toujours des frais, tu as toujours des dépenses, et bien là c'est le cas également, et le bénéfice est entre 15 et 25%, ce qui est un ratio plutôt même assez bon, sincèrement, quand tu compares sur d'autres business, parfois tu as des pourcentages de bénéfices de 5%, 10%, parfois 15%, alors que là,
tu peux monter jusqu'à 25%. Donc c'est assez intéressant. Bien sûr, ce pourcentage va augmenter en fonction de ton produit, en fonction de la quantité de concurrence, en fonction de tout un tas d'éléments. Alors maintenant, si tu te demandes où part concrètement ces 75% au minimum, voire 85% de ton chiffre d'affaires, eh bien c'est très simple. Les matières premières, c'est-à-dire que quand tu vas fabriquer ton produit, eh bien tu vas payer ton fournisseur pour acheter cette marchandise, premièrement. Puis ensuite, cette marchandise, il faut qu'elle soit envoyée en France, donc le shipping, tu vas payer ses frais de transport. Puis, tu as un certain nombre de taxes, par exemple le dédouanement, pour que la marchandise rentre en Europe, en France, tu dois payer une taxe. La TVA, tu as acheté ton produit hors TVA, tu dois payer la TVA de 20%. Tu vois, ça fait déjà pas mal de choses qui commencent à s'ajouter. Ensuite, tu vas très certainement envoyer cette marchandise dans les entrepôts d'Amazon pour faire ce que je te disais précédemment du FBA, c'est-à-dire que c'est Amazon qui va fournir directement tes clients, ce qui va te permettre de toi d'être tranquille par rapport à cette tâche-là. Donc pas être derrière, pas avoir un stockage à gérer, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un énorme plus de la plateforme. Ok, et bien ça, de la même façon, faut le payer. Le stockage, il n'est pas extrêmement élevé. Et encore, s'il y a un roulement important, c'est-à-dire que si tes produits ne restent pas pendant un an, là, ça ne va pas te coûter très cher. Et ensuite, les frais de livraison. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter, donc je te décrirai par la suite. Il ne faut pas oublier les taxes que tu dois payer selon le type de société que tu as pris, que ce soit en France, à l'étranger, ou que ce soit les différents types de sociétés. Bien sûr, ces taxes-là vont varier. Autre point important à prendre en compte, c'est les retours clients. C'est-à-dire que tu vas avoir des produits que tu vas envoyer et malheureusement, il peut y avoir de la casse. Soit parce que au niveau de ton fournisseur, il y a un pourcentage, il y a un taux de défection, soit dans les différents transports, soit sur le shipping ou soit sur le delivery d'Amazon, il y a eu un problème. Et donc du coup, ça arrive qu'on a un pourcentage, toujours on a toujours un pourcentage de produits défectueux que tu dois ensuite renvoyer à ton client. Ça, forcément, ce produit défectueux, tu dois le prendre à ta charge. C'est un produit que tu ne vendras pas. Tu vas renvoyer un autre produit à ton client. Ok, donc ça, c'est un pourcentage qu'il faut prendre en compte selon ton type de produit. Ça varie. D'électronique, par exemple, le pourcentage va être plus élevé. Alors, je te donne un exemple. Moi, dans mon business de la réparation électronique, j'avais en moyenne 5 à 10% de produits défectueux. J'avais un arrangement avec mon fournisseur. Je lui renvoyais. Et lui, il me remplaçait les produits à la prochaine commande, tu vois. Mais comme c'était des petites pièces, ça posait pas de problème. Alors que lorsque c'est des grosses pièces, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Après, bien sûr, quand tu es dans l'électronique, tu as beaucoup plus de problématiques que si, par exemple, je sais pas, si tu es dans de la déco ou si tu es dans des appareils en bois, par exemple, ou en inox ou autre, forcément, tu vas avoir un pourcentage de problèmes beaucoup moins important. Enfin, dernier poste de dépense que tu vas avoir, c'est la partie marketing, c'est-à-dire quand tu vas prendre les photos de ton produit, quand tu vas designer ton produit pour pouvoir le fabriquer, il faudra payer certainement un designer selon que tu le prennes ou pas. Lorsque tu vas éventuellement faire par exemple de la publicité, il faudra également payer. Lorsque tu vas créer ta marque, ainsi de suite, pareil, là tu auras encore des frais, même si c'est une fois, c'est one shot, tu n'auras pas à le refaire 100 fois. Bref, tous ces éléments-là cumulés font que sur ton chiffre d'affaires, il y a 75% à 85% qui vont partir et il te restera entre 15 et 25% de bénéfices. Alors je te rassure tout de suite, dans tous les business, il y a des barrières, il y a des obstacles et je te dirais même tant mieux. Parce que s'il n'y avait pas de barrières, s'il n'y avait pas d'obstacles, tout le monde serait rentré dans ce business-là et du coup, tu arriverais trop tard, il n'y aurait plus de business. C'est pour ça que certains business disparaissent s'il n'y a pas assez de barrières. Trop de concurrence et c'est fini. Donc du coup, rassure-toi, c'est normal, mais je préfère clarifier les choses, que tu le saches, que tu vois tout de suite la réalité pour éviter de te casser les dents. Clairement, pour te faciliter les choses, ça c'est clair et net, vaut mieux se former, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre encore une fois, vaut mieux se former parce qu'il y a un capital qui est investi, c'est pas du business où il y a strictement rien du tout, il y a une certaine concurrence, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre et donc du coup, si tu investis pour apprendre, cela te permettra clairement d'augmenter tes chances de réussite. Ok ? Si tu es intéressé par ma formation, il y a un lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu t'inscris et tu recevras ensuite le contenu de ma formation. Si tu veux le faire ailleurs, tu trouveras... Non, je rigole. Si tu veux le faire ailleurs, débrouille-toi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que tu as kiffé.
N'oublie pas de t'abonner, de liker et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, kiff, ciao ciao.